Bonjour. Bien, je vois que cette année encore, il y a beaucoup de monde à la Semaine de la Pop Philosophie. Je m'en réjouis et je vous remercie. Comme vous avez pu le lire à l'entrée de la salle du MUSEM, Natacha Polony a eu un assez grave problème, d'où son absence aujourd'hui. Et je tiens à remercier Alain Léautier, grand reporter, Monde, d'avoir accepté l'échange qui va suivre avec Jacques Dallès dans quelques minutes. Le criminel est-il... Alors, l'idée, c'est, est-ce que sommes-nous tous potentiellement Est-ce que nous serons tous potentiellement des criminels? Voilà, Jacques Dallès va nous parler de ce sujet. Et je demande à Jacques Dallès de bien vouloir venir nous retrouver et sous vos applaudissements, bien sûr. Bonjour à tous. Je crois que ça marche, vous m'entendez bien? Alors quand on est dans la justice, on a l'habitude de ne pas être très entendu dans les salles d'audience, donc, parce que la sono n'est jamais très bonne, donc j'espère que ce n'est pas le cas ici, cet après-midi. Je voulais remercier Jacques Serrano de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette semaine de la pop philosophie à Marseille, avec un thème centré sur le crime, qui vous intéresse tous, qui nous intéresse tous comme citoyens, et qui va nous réunir quelques instants cet après-midi pour échanger, j'espère, questionner par un éminent journaliste, questionner sur le crime et surtout le criminel. C'est peut-être ça qui est plus intéressant, avec une question qui peut étonner. Le criminel, l'assassin, le meurtrier est-il si différent de nous? Et je vais essayer, avec l'expérience qui est la mienne, et celle que j'ai eue notamment à Marseille il y a quelques années, d'aborder cette question un peu surprenante, puisqu'on a tous envie de dire et de penser que le meurtrier, celui qui tue, il est forcément différent de nous. Car aucun d'entre nous, aucun d'entre vous n'est capable de tuer son prochain, en tout cas si on pense à cette idée-là. Et puis en fait, dans la réalité, on le voit tous les jours, c'est pas tout à fait cela. Donc l'intérêt, je crois, c'est d'aborder cette question qui va d'ailleurs en susciter d'autres. Et je pense que si vous venez dans les autres conférences sur des thèmes qui touchent au crime, vous pourrez compléter votre approche de cette question. Alors je vais essayer de centrer mon exposé sur le regard qui est le mien concernant cette question. Et je vais expliquer pourquoi je pourrais être un criminel, pourquoi j'ai fréquenté les criminels et pourquoi finalement je pourrais être, d'une certaine manière, un criminel. Il y a une jolie phrase d'Anatole France, un auteur un petit peu ancien, qui dit qu'entre le crime et l'innocence, il n'y a que l'épaisseur d'une feuille de papier timbré. Ce n'est pas complètement faux. Crime, innocent, criminel. Et finalement, on peut basculer très vite. Alors qu'on est un citoyen ordinaire, avec une vie ordinaire, on peut basculer dans l'irréparable, dans l'extraordinaire. Et cette question, tous les auteurs de la littérature l'ont abordée dans le temps. Il y a eu des écrits, des romans fameux sur le criminel ordinaire. Alors, il y a deux questions que j'aimerais me poser et vous poser. D'abord, qui suis-je? Qui suis-je? Et de quel crime serais-je capable, en définitive? Je pense que ce sont des questions qui ne peuvent que vous intéresser. Alors, le premier questionnement, c'est qui suis-je? J'ai deux aspects. Je suis à la fois un magistrat criminel et j'ai eu un parcours dans le crime. Si je devais résumer ce qui a été qui a été mon parcours dans cette question. Alors, magistrat criminel, alors je mets évidemment des guillemets à criminel. Je suis magistrat pénaliste depuis 35 ans, donc ça fait assez longtemps maintenant. Et évidemment, comme tout magistrat, confronté aux affaires pénales, j'ai rencontré le crime sous toutes ses formes, la délinquance sous toutes ses formes.
et j'ai toujours été intéressé par les déviances. Le crime est une déviance, mais la folie, la marginalité peuvent être des déviances. Je suis toujours un amateur d'Edgar Poe, vous connaissez sans doute, qui a beaucoup réfléchi à la transgression de l'être humain et ce basculement de l'être humain dans la déviance ou dans le crime. J'ai beaucoup, très jeune, lu des mémoires de policiers, d'avocats, de journalistes, de sociologues sur le crime et le criminel. Mais je n'ai jamais été personnellement très intéressé par les romans policiers. Je suis sûr que dans cette salle, vous êtes nombreux à adorer les polars. On en trouve des masses chez les libraires. La plupart des auteurs de romans policiers n'ont jamais vu un cadavre. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un cadavre en vrai. Ils ont peut-être été consultés des médecins légistes, des policiers. Les auteurs de romans policiers n'ont jamais senti l'odeur du crime. Parce que le crime a une odeur, au sens propre et au sens figuré. Alors, mon parcours dans le crime, vous le savez sans doute, le traitement judiciaire du crime, le crime entendu au sens crime de sang, pour faire simple. Parce que le mot crime, on peut l'appliquer aussi à la grande criminalité, au banditisme, au trafic. Le crime entendu comme le crime de sang, le meurtre notamment. Alors, le traitement judiciaire, pour poser le cadre qui est le nôtre, il y a 3 étapes qui sont importantes. Et la dernière étape vous concerne très directement. La première étape, c'est la découverte du crime, avec le démarrage d'une enquête de police. Ça, c'est le sujet majeur de beaucoup de films policiers, de polars. La deuxième étape, c'est l'instruction du crime, c'est-à-dire l'enquête approfondie pour déterminer qui est l'auteur des faits en cause et quelle est la personnalité de l'auteur lorsqu'il y en a un. Ça, c'est le phase de l'instruction. Et puis, il y a une troisième étape, c'est le procès du crime avec la cour d'assises. Et qui dit cour d'assises dit juré, citoyen tiré au sort pour juger les crimes. Alors, la première étape, c'est la découverte du crime. C'est là que tout se passe et c'est là que l'émotion naît. Et tous les jours, quand vous vous plongez dans l'actualité, de BFM TV à la Provence, en passant par tous les organes de presse, on vous relate des faits divers, des crimes de sang, beaucoup. Pas forcément en nombre beaucoup plus grand qu'il y a 20 ou 30 ans, mais en tout cas beaucoup plus relayé par les médias qu'auparavant. Un crime de sang, il peut passer du matin au soir sur BFM TV, vous savez, le bandeau. Là où il n'y a pas si longtemps, ça faisait l'objet d'une information seulement le lendemain dans le journal local ou dans une émission de radio. Aujourd'hui, ça tourne en boucle et c'est repris par les réseaux sociaux, ce qui amplifie l'émotion collective, l'émotion publique, le ressenti. Alors la première étape, c'est la découverte du crime. Et l'acteur judiciaire qui intervient beaucoup à cette étape, majoritairement, c'est le procureur de la République, que j'ai été pendant 15 ans dans des petites villes de la France profonde, Roanne, Bourg-en-Bresse, et dans des villes à plus forte identité, bien touchées par le crime, comme Ajaccio, la Corse, et Marseille. Marseille, je n'apprends rien aux Marseillais dans cette salle, qui savent que, malheureusement, l'homicide n'est pas quotidien, n'exagérons pas, mais relativement fréquent dans cette ville. Alors le procureur de la République, il est chargé des poursuites au nom de la société et il dirigera pour ce faire la police judiciaire. Le patron de la police judiciaire, c'est le procureur de la République. Vous remarquerez qu'on ne le voit pas beaucoup dans les séries. On voit le policier, l'enquêteur, la jeune femme brillante, etc. Le procureur, il est un peu en retrait. On lui rend compte par téléphone, on le voit rarement sur les lieux. Ça arrive de temps en temps. D'ailleurs, la figure du procureur dans les séries, elle est un peu calamiteuse. C'est un sinistre abruti ou un corrompu, souvent, qui cherche à étouffer les affaires. C'est rarement quelqu'un de peu près normal comme on les voit dans les tribunaux. Donc le procureur de la République, de par sa mission de défenseur de la société, il va, lui ou ses collègues, il va sur ce qu'on appelle la scène de crime, c'est-à-dire l'endroit où s'est passé le crime. Et tout démarre de là. C'est de là que les affaires les plus graves démarrent. Quand un meurtre a été commis, moi j'étais sur l'assassinat du préfet Claude Érignac en Corse, vous vous souvenez, ça remonte déjà à une 20aine d'années maintenant.
des moments comme ça de sidération, mais ça peut être des crimes tout à fait ordinaires, à domicile, dans la rue. Donc, découverte, constatation et début de l'enquête. Et le procureur aura à prescrire des actes d'investigation, toujours en lien avec la police judiciaire, et il aura à communiquer auprès du public pour expliquer ce qu'il en est, est-ce qu'on a bien affaire à un crime de sang, ou éventuellement peut-être à un suicide, ou à un accident. Vous savez, il y a 4 façons de mourir. C'est la mort criminelle, la mort par suicide, la mort par maladie, ou la mort par maladie ou par problème physique, ou la mort accidentelle. Donc on essaie de voir si une personne décédée rentre dans une de ces 4 catégories. Évidemment, ce qui nous intéresse directement, c'est la mort criminelle, mais pas seulement. Une mort accidentelle peut être aussi donner lieu à enquête par la suite. Et donc le procureur est là aussi pour expliquer au grand public ce qu'il en est de la réalité des choses. J'ai le souvenir à Marseille d'avoir été sur le meurtre d'une avocate rue Saint-Féréol qui avait été égorgée, peut-être certains s'en souviennent, qui avait été égorgée dans son cabinet en fin d'après-midi. Et avant d'être sûr qu'il s'agissait bien d'un crime de sang, on a attendu plusieurs heures, le temps que la police scientifique fasse ses investigations, pour écarter toute hypothèse possible de suicide. Vous voyez, parce que dire qu'il s'agit d'un meurtre alors que ce n'était peut-être pas le cas, il fallait attendre. Et quelquefois, ça explique que le procureur ne parle pas tout de suite pour restituer au public, au grand public, ce qu'il en est de l'affaire qui peut choquer, qui peut créer de l'émotion. Donc le procureur de la République, il est au contact de la mort très directement et de la souffrance, parce que c'est la souffrance peut-être que la personne décédée a subi, a vécu, mais ça peut être aussi des proches. J'ai dans le souvenir des cris, des hurlements d'une mère qui sait que son gamin a été abattu dans les quartiers nord à coups de kalachnikov. Ça vous reste dans l'oreille. Hein. Ça peut être des moments extrêmement forts émotionnellement. Et donc on est forcément frappé, pas seulement le procureur, mais les policiers, toutes les personnes qui sont présentes, par l'émotion du moment, le corps, plus ce qu'il peut y avoir autour, et qui peut être spécialement animé ou au contraire extrêmement tranquille quand ça se passe dans un lieu clos, lorsqu'on découvre un corps dans un appartement où là tout est facilement maîtrisable. Quand ça se passe en pleine rue, c'est beaucoup plus compliqué, et là il y a vraiment une difficulté à canaliser les choses. Le procureur de la République, on lui rend compte quotidiennement de viols, d'agressions, de vols, et donc il est au contact de la haine, très directement, du mensonge, de la peine des victimes. C'est quelque chose qui marque et qui est important pour lui. Certes, il applique le droit, mais il doit bien intégrer, garder à l'esprit la dimension humaine. Vous voyez, il y a un aspect professionnel, technique, froid, clinique, mais aussi un aspect humain qu'il faut garder en tête. Et je dis souvent aux jeunes magistrats, attention de ne pas se réfugier uniquement derrière la technique procédurale, mais aussi de penser à l'impact humain que les faits peuvent occasionner, ce qui n'est pas toujours facile. Vous savez, c'est comme un médecin. À l'hôpital, il fait des diagnostics et de temps en temps, il peut être un peu à distance de la souffrance physique du patient et voir ça comme un beau cas médical, et il oublie qu'il y a une personne. Et c'est ce qu'on, quelquefois, on peut reprocher au monde de la médecine. Et bien, on peut le reprocher aussi au monde de la justice, à la fois de la froideur, du professionnalisme, mais on doit garder une forme d'empathie qui ne doit pas être excessive, évidemment. Le procureur est aussi au contact de la violence des délinquants, la violence en prison, la violence carcérale, puisque le procureur doit aussi exécuter les décisions de justice, les faire exécuter. Quand une personne est condamnée, la personne doit ensuite purger sa peine en prison. Donc, le quotidien du procureur, c'est la noirceur de l'âme. Je caricature, mais c'est beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'on voit la partie sombre de l'être humain dans ses dérives, dans ses passages à l'acte, dans sa violence, dans ses turpitudes. On est plutôt confronté à la noirceur, ce qui ne doit pas vous faire plonger dans une espèce de scepticisme généralisé ou de cynisme. Faut garder un peu d'innocence, parce que sinon on se méfie de tout le monde. Je vois en vous des tueurs, des assassins, des violeurs. Heureusement que ça reste marginal dans la société, mais ça fait partie du métier. Et pour travailler, le procureur dispose d'un guide d'action qui n'est pas un petit livre rouge, qui est un gros livre rouge, mais bleu aussi, c'est le Code pénal. Le Code pénal qui recense toutes les infractions à la loi pénale votées par le Parlement.
Et chaque année, il y a des nouvelles incriminations, des nouvelles infractions qui sont créées, qui rajoutent des délits qui n'existaient pas auparavant. Il n'y a pas très longtemps, on a créé une infraction d'acte d'achat sexuel. Le fait de solliciter une prostituée, aujourd'hui, c'est une infraction pénale. Une contravention, ça peut devenir un délit. Ce n'était pas le cas auparavant. Outrage sexiste, vous avez entendu parler, c'était une nouvelle infraction qui a été créée. Et la tendance sur ces 40 dernières années, c'est à amplifier la réponse pénale, à pénaliser beaucoup de comportements qui n'étaient pas pénalisés et qui le sont désormais. Et peut-être dans l'avenir, il y aura encore de nouvelles incriminations. Ce qui fait que ce petit livre rouge, qui est un gros livre rouge, s'épaissit d'année en année de nouvelles incriminations en fonction de l'évolution des mœurs, de la société. Et le mal français, de mon point de vue, c'est qu'on a un peu trop tendance à pénaliser. Moi, je souhaiterais qu'on fasse de la déflation pénale, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait la tendance. Et au contraire, on crée des incriminations. Et donc, le fondement intellectuel de l'action du procureur sont les textes répressifs qui énumèrent les bas instincts de l'homme, hein, le vol, le viol, le meurtre, etc. Donc, ces turpitudes individuelles, il a à les instruire, éventuellement à les poursuivre devant un tribunal. Alors ça va, c'est les infractions que j'ai énumérées, mais ça peut être les crimes contre l'humanité, les crimes terroristes, les atteintes aux libertés, etc. etc. La litanie, elle est énorme. On ne sait pas si d'ailleurs, on chiffre à peu près 15 000 infractions. Le chiffre, personne ne le connaît précisément, qui existent dans notre loi, des faits qui sont punis d'une peine, cas constitutif d'une illégalité, et ça a tendance à se développer. Et dans cette litanie de faits, le meurtre est sans doute l'acte dominant, c'est celui qui marque le plus. Et il y a un auteur intéressant, un sociologue qui s'appelle Émile Durkheim, que vous connaissez peut-être, qui a écrit il y a déjà longtemps que le meurtre pour lui était normal, était un phénomène normal et même nécessaire, lié aux conditions fondamentales de la vie sociale. Ça fait partie de la vie, le crime de sang. Il l'a dit il y a déjà très longtemps. Et ça peut toujours surprendre, mais c'est la réalité. Le meurtre fait partie de la vie. C'est la négation de la vie, évidemment, mais ça fait partie d'une vie sociale et que tous les systèmes sociaux ont cette partie sombre du comportement humain qui est celle de donner la mort à autrui. La deuxième étape, après la découverte du crime, c'est l'instruction du crime. C'est-à-dire que la loi oblige à ce qu'il y ait une instruction qui peut durer quelquefois des années pour déterminer qui est l'auteur présumé et quelle est sa personnalité, et de savoir si cette personne sera jugée. Avant d'être procureur, j'étais juge d'instruction pendant 10 ans, notamment à Lyon. Et là, le travail de l'instruction, c'est un travail d'audition, d'interrogatoire, de face à face avec le criminel. Pas seulement, ça peut être un trafiquant, un voleur, mais un certain nombre sont des auteurs de crimes de sang. Et donc, dans ce tête-à-tête, le juge, il est face à quelqu'un, il doit questionner, interroger, faire parler, dans le souci de rechercher la vérité des faits. Et ça peut être l'affaire complètement ordinaire, le crime conjugal, malheureusement, dont on parle beaucoup actuellement, mais ça peut être un fait exceptionnel, le meurtre d'un préfet que j'évoquais. Ça peut être des affaires de toutes sortes. J'ai le souvenir, quand j'étais juge d'instruction à Lyon, d'avoir en même temps, dans mon cabinet, parmi les dossiers que j'instruisais, j'avais 4 affaires de femmes qui avaient tué un homme. Une avait tué son père, l'autre avait tué son mari, la troisième son amant, et la quatrième, je ne sais plus, pour des histoires très différentes. Je dis ça parce que finalement, les femmes meurtrières ne sont pas très nombreuses. Il y en a. Je dis souvent que les femmes tuent peu, mais tuent bien. On le voit. C'était la seule fois. Ça s'est produit pendant 1 an où j'ai eu ces dossiers qui se juxtaposaient. Elles ont d'ailleurs la plupart été condamnées, mais pas des peines forcément très, très fortes, parce que celui qu'ils avaient tué n'était pas forcément très reluisant. Et quand on est dans cette étape de l'instruction, on a vraiment un tête-à-tête. On rencontre la personne, et le travail, c'est pas d'insulter, de vitupérer contre l'auteur en disant « vous êtes un salopard, vous avez violé cet enfant, vous l'avez tué », c'est d'essayer de savoir ce qui s'est passé.
Donc ça suppose une certaine froideur, un certain recul. Et il y a un rapport singulier entre le juge d'instruction et le criminel. Il doit faire préciser l'acte, qu'est-ce qui s'est-il passé, les contours, exactement, pour savoir si cet acte devient un crime puni par la loi, clairement. Et il doit connaître la personnalité de l'auteur, de façon à mieux savoir quelle peine pourrait être prononcée s'il est jugé. On étudie le parcours de vie de la personne, son état psychiatrique, son état mental, vous le savez, pour savoir si la personne elle peut être jugée ou pas. Donc c'est un face-à-face qui peut être à la fois qui est passionnant, qui peut être inquiétant, parce que vous avez devant vous des gens très particuliers. Ça peut même être déstabilisant, puisque vous avez des gens qui ont déjà tué plusieurs reprises ou qui ont des comportements très particuliers. Et vous devez, garder votre maîtrise au maximum. Donc on est confronté à la lâcheté, à l'ignominie, à la bassesse, mais à une forme de vérité aussi des êtres humains. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut tenter de faire apparaître la vérité, ce qui n'est pas toujours facile, parce que quelques personnes que vous avez devant vous cachent, dissimulent, de façon à pouvoir comprendre l'acte, s'il a été commis, s'il est avoué par la personne, qui peut évidemment aussi se défendre de l'avoir commis. Donc j'ai vu dans ce parcours comme juge d'instruction des êtres qui avaient une vie complètement chaotique, beaucoup qui pouvaient les prédestiner au crime. Puis j'ai vu aussi des gens que rien ne prédisposait au passage à l'acte. J'ai vu des gens très ordinaires, totalement ordinaires, qui n'avaient jamais eu affaire à la justice et qui avaient tué de façon soudaine, et donc très surpris, alors que rien dans leur enfance, dans leur vie prédisposée au crime, ils avaient commis un acte irréparable. Et donc on voit à ce stade des vies qui basculent en un instant, évidemment la vie de la victime, mais aussi la vie de l'auteur présumé. De très petites causes produisent de grands effets. C'est assez banal, mais alors en matière judiciaire, c'est très fréquent. Petite cause, grands effets. Une dispute, un mot, boum, un coup de couteau. Ouais. Ou un coup de feu. Et il suffit de peu de choses pour que l'acte ne soit pas commis. Parce qu'il n'y a pas eu le facteur déclenchant ou parce que la personne, à un moment, a une barrière mentale, morale, qui l'empêche de passer à l'acte. Il n'y a qu'une mince paroi, une très fine paroi, finalement, entre un simple coup de poing, une gifle, et un crime de sang. Ça peut très vite passer d'une affaire anodine à la cour d'assises. Il y a quelque chose que j'ai noté, dont il faut beaucoup se méfier dans sa vie, je dirais, c'est l'humiliation. J'ai constaté que l'humiliation, et on a tous vécu, je pense, dans sa vie des moments d'humiliation plus ou moins importants, c'est quelque chose d'assez dangereux parce que l'humiliation, on l'accumule et ça peut un jour exploser à la faveur d'un mot, d'un comportement, d'une expression et vous faire basculer dans le crime. Pensons à la femme maltraitée, violentée, humiliée, même psychologiquement, qui un jour en a marre et va prendre un couteau. J'ai toujours constaté que l'humiliation, il y a d'autres sentiments qui peuvent amener au crime, mais l'humiliation était quelque chose de très... et ça surprend quelquefois l'entourage, parce que les gens humiliés ne font pas apparaître forcément leur souffrance, gardent ça pour eux, et ça peut se terminer par une explosion de violence. Troisième étape, c'est le procès du crime. Et là, je siège encore actuellement comme avocat général devant une cour d'assises. C'est la phase finale. Quand le dossier le permet, le mis en cause, qu'on appelle la personne mise en examen, sera renvoyé devant une cour d'assises, sera jugé par la cour d'assises. J'en ai fréquenté pas mal, j'en ai fréquenté 11, dans 11 départements. C'est une juridiction qui se tient au niveau départemental. Et j'ai dû requérir, mais je ne suis pas le seul dans cette salle, j'ai dû requérir plusieurs centaines d'années de prison au total. Si on cumule toutes les peines, ça va de la réclusion criminelle à perpétuité jusqu'à des peines inférieures. Et les assises, alors, ce n'est plus la scène privée de l'instruction, c'est la scène publique. C'est la scène du drame, de la souffrance qui est exprimée publiquement. La plupart des procès pour crimes de sang sont tenus publiquement, il n'y a pas de huis clos. Ça peut arriver dans certains cas. Et donc la cour d'assises va juger des meurtriers, des violeurs, des braqueurs. Et là, étonnement des jurés,
quand ils sont tirés au sort et quand ils voient l'accusé pénétrer dans le box, ils imaginent pour beaucoup une espèce de monstre physique, quand ils savent qu'on lui reproche un assassinat, et puis ils ne voient qu'un homme, la plupart du temps, visage banal, très ordinaire, avec une bonne tête, sans relief particulier, qui peut être leur voisin, un proche, alors qu'ils s'imaginaient quelqu'un avec un physique hors norme. Ben non, c'est rarement le cas. Si vous allez à Turin, il y a le musée de Lombroso, qui est un criminologue de la fin du XIXe siècle, italien, qui lui croyait beaucoup aux stigmates du criminel, vous savez, les bosses du visage, enfin du crâne, etc. Et il a dans une vitrine des figures en cire avec dessous le mot voleur, le mot assassin. Celui qui a dessous le mot assassin, il n'a pas une tête d'assassin, si je puis dire, il a une tête banale. Et la plupart des grands meurtriers ont même, c'est le cas de certains tueurs en série, ont peut-être même des visages d'anges. Des gens à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Albert Londres, qui est un journaliste d'une époque révolue, disait qu'à propos, lui, de criminels qu'il voyait au bagne, alors que certains criminels, mais c'était plutôt finalement des voleurs et des escrocs, des assassins, il disait que certains avaient la tête d'un bandit macéré depuis 10 ans dans un bocal plein de crapuleries. Moi, j'en ai rarement vu des gens qui ont des gueules de crapules, si je puis dire, ou ceux qui ont des sales têtes, c'est des fois des petits voleurs, des petits escrocs. Pas des escrocs, non, ils ont plutôt une tête... Mais des gens qui sont là pour des délits anodins, et le criminel, encore une fois, il est très ordinaire. Alors, quand on voit quelqu'un qui a un visage ordinaire, qui vous ressemble, ça vous inquiète. Avoir un monstre physique, finalement, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas de votre monde, il est différent de vous. C'est une forme de miroir, la cour d'assises. Quand vous voyez quelqu'un qui a une figure tout à fait normale, voire avenante, ça vous renvoie une forme de votre image, et ce serait beaucoup plus réconfortant d'avoir une figure très différente de la vôtre, un être très différent, et ce n'est pas la réalité. Et la cour d'assises, c'est le miroir des citoyens, d'une certaine manière. Il renvoie les images noires de la vie sociale, dans les dysfonctionnements de la vie sociale, et on le sait, se voir dans un miroir, ça fait peur. On n'aime pas forcément se voir dans un miroir, on se trouve tous les défauts, et quand la figure qui vous est renvoyée est la vôtre, ça surprend. Alors la cour d'assises, elle juge des tueurs de temps en temps extraordinaires, des tueurs en série, des terroristes, des criminels contre l'humanité, des tueurs à gages. Ça sont des crimes un peu exceptionnels, mais la plupart du temps, la cour d'assises juge des hommes et des femmes tout à fait communs, à qui on reprochera ce fameux passage à l'acte. Grand mystère, pourquoi passe-t-on à l'acte? Meurtrier, souvent unique, souvent impulsif. Donc vous voyez, j'ai eu la chance d'avoir ce parcours de la découverte du crime jusqu'au procès qui permet d'avoir une vision un peu complète du processus pénal avec des étapes qui sont différentes. Alors la deuxième interrogation, c'est plus existentielle. De quel crime serais-je capable? Et si je dis je suis capable, vous seriez capable. Le crime à la portée de tous. Le crime pour les nuls. D'ailleurs, il y a un bouquin là-dessus. Vous entendez toujours, très souvent, mais il est incapable de commettre un meurtre. Ce monsieur, ou mon fils, ou un proche... on se voit tous plutôt comme victimes, mais on ne se voit pas comme auteur d'un fait. Et victime, ça réconforte. Se voir comme auteur, c'est plus difficile. Alors, de quel crime parle-t-on? Et parmi la typologie criminelle, quels sont les crimes que moi je pourrais commettre? Et que donc vous pourriez commettre? Alors, il y a une très grande diversité du crime de sang. Moi, je les classe en 3 grands types. Le crime ordinaire, le crime dit de proximité, celui dont on parle le plus. La deuxième catégorie, c'est le crime idéologique, terrorisme, crime contre l'humanité, où le tueur agit pour des raisons idéologiques, religieuses, politiques et autres. Et enfin, le crime lié au banditisme, avec 2 motivations, l'appât du gain, on tue parce que derrière il y a de l'argent, et la vengeance. Et le banditisme... il tue pour éliminer un concurrent ou se venger d'un concurrent. Ce sont les 3 grands types
de crimes de sang. Et je voudrais y revenir très rapidement. Le meurtre ordinaire, meurtre et assassinat, c'est-à-dire le crime commis avec préméditation. L'homme peut avoir des penchants criminels et peut passer à l'acte, évidemment. Et dans les crimes dits de proximité figure le meurtre familial. Dans le nombre important qu'on a chaque année de crimes de sang, le crime familial a une place très importante. Je parle beaucoup, moi, de la famille dangereuse. Finalement, la famille, c'est un lieu dangereux, c'est un espace, parce que c'est là que ça peut très mal se terminer. La famille, c'est le lieu de la joie, de l'amour et autres, mais ça peut être le lieu de la grande violence. Il y a 3 types de crimes qu'on commet dans le milieu familial. Le meurtre d'un enfant. La loi dit mineur de moins de 15 ans. Auparavant, on parlait d'infanticide. Ce n'est plus dans le code pénal. On parle aujourd'hui d'un meurtre d'un enfant de 15 ans. Alors là, ça peut être le meurtre d'un nouveau-né à la naissance, vous le savez. Mais ça peut être le meurtre d'enfants plus âgés, notamment dans le cas d'homicides familiaux. Souvenez-vous on reparle en ce moment de l'affaire Dupont de Ligonnès. Souvenez-vous de l'affaire du docteur Godard aussi, l'affaire Jean-Claude Roman qui a tué toute sa famille, et puis il y en a beaucoup d'autres. Tuer un enfant nouveau-né, ça se raréfie aujourd'hui. C'était fréquent au XIXe siècle, des jeunes femmes qui accouchaient, alors souvent des œuvres du maître chez qui elles étaient domestiques, etc. On en a encore aujourd'hui. Ça reste, ça existe toujours. En tout cas, en France, ça a largement diminué. Mais tuer ses enfants dans le cadre d'une crise existentielle, d'angoisse, de dépression, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. On le voit régulièrement dans l'actualité. Alors, dans le meurtre à la naissance, ça renvoie à ce qu'on appelle le déni de grossesse, vous savez. Alors, on peut tuer son enfant à la naissance parce qu'on ne veut pas qu'il existe, mais aussi parce qu'on n'a pas admis sa grossesse, qui est un vrai sujet là-dessus. Souvenez-vous de l'affaire des époux Courgeot, bébé congelé, etc. Et si je me souviens bien, le couple Courgeot, qui travaillait en Corée du Sud, était tout à fait banal, pas des gens démunis socialement, et pourtant il y a eu des dénis de grossesse. Le docteur Zaguri, qui est un psychiatre, qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle « La barbarie des hommes ordinaires », il dit que les femmes auteurs d'infanticide, ou il appelle ça les néonaticides, on tue un enfant à la naissance, ces femmes ne sont pas des malades, mais sont des femmes ordinaires. C'est lui le descriptif qu'il en fait, puisqu'il en a expertisé en tant que psychiatre beaucoup. Ce ne sont pas forcément des femmes malades, mais ordinaires, mais poussées par des raisons diverses à ce type d'agissement. Le deuxième type de meurtre familial, c'est le meurtre des parents, le parricide. Meurtre d'un ascendant. On tue ses parents, et ça arrive. On tue son père, sa mère. Alors ça peut être l'expression d'un déséquilibre mental, d'une haine familiale, de simple cupidité, des histoires d'héritage, vous savez, qui peuvent mal se terminer. D'ailleurs, les notaires vous confient qu'il y a des haines entre frères et sœurs, entre parents, enfants, très très fortes, qui heureusement se résolvent par la distance, mais je pense que des pensées criminelles, certains héritiers doivent les avoir vis-à-vis du père qui a déshérité, ou des frères et sœurs, etc. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns de parricides des 2 sexes qui avaient commis ce qui est un acte impensable. Comment peut-on tuer ses parents, sa mère, son père ? C'était d'ailleurs dans les temps anciens le crime le plus grave, le parricide, qui vous faisait encourir des peines extrêmement lourdes. J'ai connu une affaire en Corse où un père et son fils se sont entretués sous les yeux de la mère pour une histoire de on ne sait pas trop quoi. Le fils a poignardé son père, le père a eu le temps de désarmer son fils et il a également poignardé, et tous les 2 sont morts sous les yeux de la mère. Donc un parricide suivi d'un infanticide. Il avait 18 ans le fils, mais vous voyez, une espèce de drame sous les yeux de la mère. C'est des choses assez exceptionnelles, mais finalement on le voit de temps en temps. Alors, ça ne touche pas forcément des milieux extrêmement favorisés, c'est clair, mais il peut y avoir des problèmes d'ordre psychiatrique, des haines très anciennes et qui peuvent s'exprimer brutalement. Et le 3e type de crime familial, vous le connaissez tous, c'est le crime conjugal.
j'y reviendrai un petit peu plus tard, et c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce qu'on a beaucoup de mal à le prévenir, le crime conjugal. Comment l'empêcher ? Je parlais du crime ordinaire parce qu'il est souvent unique. Et heureusement, le meurtrier tue une fois, pas deux. On doit donc le distinguer du meurtre en série, du tueur en série, qui lui renvoie à un schéma plus extraordinaire, le crime répété, le serial killer, qui est souvent un homme, très rarement une femme. J'étais à la prison de Ensisheim en Alsace il y a 2 ans. C'est une prison près de Colmar qui enferme 200 détenus, dont la moitié étaient condamnés à perpétuité. Et parmi les stars de cette prison, il y a Francis Holm, Michel Fourniret et Guy Georges. Je les ai rencontrés tous les 3 la même matinée. À eux 3, ils ont tué 30 personnes. Et bien, quand on les voit, alors c'était bref, hein, mais il faudrait rester un moment avec eux. Je pense à Guy Georges, qui est devenu énorme, très jovial, très souriant. On a du mal à se représenter dans ces individus des assassins répétitifs qu'ils ont été. Michel Fourniret, c'est le plus terrible des 3. Lui, il tuait des gamines après les avoir violées. Et il jouissait de voir arriver la mort dans les yeux de ses victimes. C'est pour vous dire le degré de perversité. Ben, quand on voit ce bonhomme, petit bonhomme, qui a maintenant 75 ans, paye pas de mine. Hein. Paye pas de mine. Il y a Francis Holm qui a des problèmes d'ordre psychiatrique, qui lui a une tête un peu différente, mais il fait plutôt débonnaire, évidemment. Et ces personnages, et quand vous croisez dans le couloir un type qui est en train de balayer, dont on vous dit qu'il a tué 4 personnes il y a quelques années en arrière, ben, le type il vous sourit, vous serre la main gentiment, et sont tous des assassins qui ont beaucoup tué, et qui peut-être un jour seront remis dehors. Les tueurs en série, j'en doute un peu. Mais d'autres, comme Jean-Claude Roman, qui a été remis en liberté. Les meurtres en série, heureusement, sont rares en France. Mais il y en a. Il y a ceux que j'ai cités. Il y a Thierry Paulin, vous savez, qui tuait des vieilles dames il y a longtemps. Pendant une époque, on déniait l'existence de tueurs en série en France. On s'est aperçu qu'il y en avait. Il n'y avait pas qu'aux États-Unis. Et finalement, on en trouve pas mal. Heureusement, on arrive à les arrêter, pas toujours, assez rapidement avant qu'ils commettent des crimes en série. Et ces gens-là, ils paraissent tous un peu en dehors de la communauté des hommes. Et pourtant, ils y sont dans cette communauté. Vous avez vu qu'on parle de la libération éventuelle de Marc Dutroux en ce moment, et le débat que ça peut susciter. Alors lui, c'est aussi top niveau, hein, en perversité. Et quand vous les voyez, ces gens-là, encore une fois, tout à fait ordinaires, et je pense qu'ils pourraient tenir une conversation tout à fait raisonnable avec nous. Ils n'ont pas de stigmate du crime à la Lombroso que j'ai évoqué, et c'est peut-être banalité physique qui est peut-être leur force première, parce qu'ils ont pu capter, séduire, entraîner. Il y a une auteure, une historienne qui est psychanalyste, Elisabeth Roudinesco, qui a écrit un bouquin intéressant, qui dit que les pervers peuvent être abjects, notamment quand ils se livrent à des pulsions meurtrières, mais elle dit qu'ils sont une part de nous-mêmes, une part de notre humanité, ils sont la part obscure de nous-mêmes. Et les tueurs en série, finalement, ceux-là, on ne s'identifie pas à eux. Et moi, je ne m'identifie pas à eux. Mais ils existent dans notre société et ils sont notre part obscure. Et ils nous font frissonner, d'ailleurs. Et pourquoi on aime bien les polars, les films policiers ? Parce qu'on frissonne par procuration, finalement. On frissonne en voyant le meurtre, l'auteur du meurtre, et il y a peut-être une part un peu sombre de nous-mêmes qui réapparaît, qu'on ne veut pas s'avouer, pas toujours très saine d'ailleurs, hein, et qui est le ressort fondamental de l'intérêt qu'on a pour la littérature policière, les films policiers. J'ai remarqué que les femmes étaient d'ailleurs des grandes amatrices. Plus il y a de sang, plus ça plaît. Je parlais du crime ordinaire, je dis un mot du crime idéologique. C'est celui qu'on ne pense pas ne pouvoir jamais commettre, notamment le crime contre l'humanité, génocide, Shoah, Rwanda, Cambodge, etc. Il y a un auteur qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle « Des hommes vraiment ordinaires, les bourreaux génocidaires ». Il a estimé entre 300 000 et 400 000 les individus qui ont participé à l'anéantissement des Juifs entre 40 et 45, entre 300 000 et 400 000 personnes, notamment en Allemagne, mais pas seulement,
qui ont participé à l'extermination des Juifs. Donc vous voyez la masse. Et aujourd'hui, on juge quelques nonagénaires gardiens de camps, entre 300 000 et 400 000 personnes. Le massacre des Arméniens, 1915, on chiffre entre 30 000 et 40 000 hommes qui auraient participé au massacre des Arméniens. Les exécuteurs du Cambodge, vous savez, les années 75-79, 1 million de morts, alors on ne sait pas trop, il estime à 50 000 les individus qui ont participé à ces exécutions. Et pour le Rwanda, 1994, près de 500 000 hommes et femmes auraient pris part au massacre du Rwanda. Vous voyez, où on se tuait à coups de machette, on tuait son voisin, on découpait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Finalement, ça fait beaucoup de bourreaux qui finalement sont des gens ordinaires, qui, pour des raisons, alors là, ethniques, raciales, idéologiques, ont exterminé, tué le voisin, l'enfant, des gens qui n'étaient pas forcément des sadiques congénitaux ou des déséquilibrés mentaux, des gens ordinaires, mais fanatisés, etc. Il y a une citation intéressante d'un tueur Hutu, qui était l'ethnie qui s'en est beaucoup pris aux Tutsis. Un homme, dit-il, c'est comme un animal, tu lui tranches sur la tête ou sur le cou, il s'abat de soi. Dans les premiers jours, celui qui avait déjà abattu des poulets et surtout des chèvres se trouvait avantagé, ça se comprend, dit-il. Par la suite, tout le monde s'est accoutumé à cette nouvelle activité et a rattrapé son retard. Il veut dire par là que tous les autres coupaient en morceaux des femmes, des enfants, alors que ce n'étaient pas des assassins de naissance, si je puis dire. Donc c'est un peu le résumé du sentiment du bourreau qui pense satisfaire une tâche nécessaire, sans état d'âme. Et donc on voit que le crime contre l'humanité, c'est un crime de masse qui fait énormément de victimes, mais finalement c'est aussi un crime de masse quant aux bourreaux, quant aux auteurs. Ce n'est pas quelques individus isolés, c'est massivement. Et donc l'interrogation, c'est comment va-t-on juger ces personnes, comment va-t-on juger le paysan ordinaire qui est votre voisin, qui tue sauvagement, va-t-on juger l'enseignant qui tue ses élèves. Alors ils mettent tous en avant l'obéissance aux ordres, et je crois qu'on est tous capables d'obéir aux ordres. C'est la façon dont ils nous sont donnés. Souvenez-vous l'expérience d'un nommé Milgram, un psychologue aux États-Unis dans les années 60, un chercheur qui était un peu hanté par les atrocités de l'Holocauste et qui avait eu l'idée d'une expérience pour tenter de comprendre les mécanismes psychologiques qui ont conduit des milliers d'hommes à torturer et à tuer des millions d'autres hommes. Et sous prétexte d'étudier l'efficacité de la punition, il a demandé aux participants d'administrer des décharges électriques fictives, qui étaient fictives à une tierce personne. Et l'objectif qu'il avait, c'était de mesurer le niveau d'obéissance à un ordre contraire à la morale. Et il a constaté que beaucoup de gens acceptaient d'augmenter les doses électriques malgré la souffrance fictive que la personne ressentait et qui était prêt même à aller jusqu'au bout, même de donner la mort, parce qu'on leur demandait de le faire. Vous voyez, ça a bien choqué, et on s'est aperçu que, pas tous, mais les 2/3 des participants avaient infligé cette torture dès lors qu'une figure d'autorité leur demandait de le faire. Pas tous, il y a un tiers qui a refusé. Donc finalement, on voit que ces possibilités de violence, si elles vous sont inculquées, si elles vous sont demandées, intimées, ça peut arriver. Quand vous lisez certains récits de femmes qui ont été gardiennes de camps de concentration, on parle beaucoup des hommes, certaines arrivaient dans les camps en disant pardon aux déportés, au début. Puis dès qu'elles enfilaient un uniforme, elles prenaient les codes et elles devenaient extrêmement violentes avec les femmes déportées. Et elles pouvaient aller jusqu'à la mort. Mais au début, elles étaient plutôt respectueuses parce qu'elles arrivaient. Et puis prises dans un moule, une espèce de phénomène de masse, d'imitation, mais on est tous pareils, à l'école on imite, elles pouvaient devenir elles-mêmes des tortionnaires. Alors qu'au départ, elles étaient plutôt respectueuses. Le troisième figure, c'est le banditisme, je l'ai évoqué. Alors là aussi, on pense que c'est réservé à une minorité. Le règlement de compte, qui est un peu une spécialité marseillaise, vous le savez bien. Entre 2008 et 2013, c'est le temps où je suis resté à Marseille, il y a eu 112 règlements de compte, meurtres, et au total, il y a eu plus de 250 règlements de compte. Tous n'étaient pas mortels.
Donc finalement, si on met le nombre de personnes qui ont tiré et qui ont tué depuis 2008, ça fait beaucoup d'auteurs de règlements de compte. Et combien parmi ces auteurs, certains sont sans doute morts, eux-mêmes abattus, il y a des jeunes. Les victimes sont souvent jeunes, et les auteurs, ça peut être le fils d'une famille qui va tuer d'un coup de Kalachnikov, et qui n'est pas un sadique, qui n'est pas un assassin congénital, mais pris dans une logique de bande, va passer à l'acte. Et finalement, ça fait du monde. Si on prenait le nombre de règlements de compte à Marseille sur ces 40 dernières années, ça en fait, à mon avis, plus d'un millier, et ça en fait des auteurs. Ce n'est pas que 10 individus qui sont les auteurs, c'est des centaines. Oui. Et on le voit dans quelques documentaires ou dans quelques films, c'est une réalité, et ça interpelle, parce que là encore, l'auteur, il est parmi nous, il est dans la rue, il peut même aller à l'école de temps en temps, l'école moins souvent d'ailleurs, mais la vie ne compte pas. La vie peut ne plus compter pour des raisons idéologiques, religieuses, mais aussi pour montrer qu'on est dans un clan, qu'on est fort, qu'on s'impose par la violence. Et ça aussi, c'est un ressort. On veut montrer à l'autre qu'on est puissant, qu'on n'a pas peur, on tue. Sinon, c'est un signe de faiblesse. Et extérioriser un signe de faiblesse, c'est très mauvais dans un groupe. Je parlais des tueurs génocidaires, il ne faut pas montrer qu'on est faible. Et quand on est dans la voyoucratie, il ne faut pas montrer qu'on est faible. Et si on veut s'imposer, même monter en grade, il faut montrer de quoi on est capable. Extrême violence. Et on peut tuer un proche, on peut tuer un de ses amis, l'exécuter froidement pour montrer qu'on est dans le clan. Alors les crimes que j'aurais pu commettre, ils sont ceux que j'ai évoqués, surtout les premiers. Goethe, auteur bien connu, il a dit « Il n'y a pas de crime dont je ne me suis pas un jour senti capable ». Oui, des auteurs, ils reviennent là-dessus. Finalement, donner la mort, c'est facile, c'est abordable par tous. Le meurtre est à côté de chez vous, il est proche de chez vous, même si ça nous paraît impossible. C'est une idée qui nous révulse, évidemment. Et les quelques magistrats qu'il y a dans cette salle, peut-être des avocats, peut-être des policiers, savent tous combien de crimes de sang futiles, de différends de bars, de différents voisinages qui tournent mal, d'altercations dérisoires qui se terminent dans le sang, brutalement. Et finalement, on tue celui qui vous est le plus proche. C'est pour ça qu'on parle de crime de proximité. Le crime compassionnel, crime de proximité, c'est une des formes de crime de proximité. Est-ce qu'on n'est pas tous capables, à un moment, de mettre fin au jour de son conjoint? Pas pour des raisons d'abandon, mais parce qu'on a un conjoint qui souffre d'une maladie incurable. On appelle ça le crime compassionnel, le crime altruiste, l'euthanasie, où des personnes qui ne sont pas violentes peuvent être capables, et sont souvent même d'un bon niveau intellectuel, de tuer. Souvenez-vous de Louis Althusser, philosophe qui a tué sa femme. Alors il avait des problèmes psychiatriques, mais il y en a d'autres. Le motif compassionnel, on va abroger les souffrances de l'autre, qui souffre d'une maladie, d'un handicap. Et finalement, on veut abréger les souffrances de l'autre, et on cherche aussi à abréger ses propres souffrances. Et c'est aussi un ressort qu'il faut mettre en évidence. Ce n'est pas seulement pour abréger les souffrances de la personne qui souffre, mais c'est aussi pour ses propres souffrances. Et là, on revient au motif personnel. Qu'est-ce qu'on ferait nous-mêmes face à un conjoint en grande souffrance physique, qui souffre du matin au soir? Et on a tous connu des maris, des femmes qui ont tué leur conjoint, qui ne pouvaient plus se déplacer, qui étaient... Et on a affaire à des gens extrêmement normaux, qui n'ont pas de souffrance psychique et qui, à un moment, basculent. Je différencie cela des crimes de soignants, vous savez, des infirmières de la mort et autres mobiles. Ça, c'est la maîtrise, la puissance. Je tue des personnes vulnérables parce que j'ai la main mise sur elles. Là, je les mets de côté. Je parle du crime compassionnel ordinaire. Le crime conjugal, deux mots. Bon, les femmes, on parle de féminicide. J'aime pas trop le terme personnellement féminicide, mais c'est pas l'objet du débat. Je pense qu'on tue d'abord sa femme, d'abord parce que c'est son conjoint ou son ex-conjoint, avant de mettre en avant son sexe ou son genre. Pour moi, seuls les tueurs en série qui s'en prennent à des femmes mériteraient l'appellation de féminicide. Mais le débat, il n'est pas tranché. Est-ce que finalement le mot féminicide, c'est pas la féminisation du mot homicide? Parce que l'appellation, c'est homicide. On
parle de féminicide, on pourrait parler de fémicide. Alors le meurtre conjugal, elle nous renvoie à notre vie de couple, à nos sentiments, à nos haines. Vous savez, on se jure fidélité, amour au moment du passage devant le maire, et puis ces mêmes personnes vont s'entretuer des années plus tard. Et là, après la violence psychologique, les mots qu'on n'a plus, c'est la violence physique qui tombe. Ça nous guette tous, ce genre de choses. Et on a une interrogation sur la prévention du crime conjugal. Comment faire pour l'empêcher ? Alors si l'épouse, la femme s'est signalée, a déposé plainte, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On s'est aperçu que dans seulement 45% des crimes conjugaux qui ont été commis en France en 2018, 45%, donc moins de la moitié, dans seulement 45% des traces de violences antérieures avaient été relevées, c'est-à-dire que la femme tuée avait signalé des violences antérieures. Ce qui veut dire que dans 55% des crimes de sang, il n'y avait jamais eu de précédent. Donc le crime, il est tombé comme ça, donc imparable. Pas de signe avant-coureur, le conjoint ne s'est pas signalé, c'est tombé comme ça. Donc, et là, comment vous prévenez ça ? Gros sujet. Aujourd'hui, il y a une époque, on parlait de crimes passionnels, maintenant l'expression est taboue, on ne l'emploie plus. Et finalement, les jurés, que vous serez peut-être un jour, il y en a peut-être dans cette salle, si vous avez à juger un crime conjugal, vous allez à un moment vous être un peu dans la peau, peut-être de la victime, mais aussi de l'auteur, qui a vécu une vie difficile, qui a été maltraité, ou qui, à un moment, n'a pas supporté une séparation. Et vous allez à un moment vous dire, ça aurait pu m'arriver. Et c'est ce type d'affaire où vous allez vous interroger, est-ce que ça n'aurait pas pu m'arriver, moi ou dans mon entourage ? Et dans les autres crimes meurtriers, j'en termine, il y a ce qu'on appelle les coups mortels. Ça, c'est le truc qui occupe beaucoup les cours d'assises. Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il y a une bagarre qui se termine par la mort d'un protagoniste. Ce qu'on voit dans des sujets de films, vous bousculez, la personne se tape la tête et en meurt. La rixe, la bagarre, la dispute. Et ça, vraiment, ça peut arriver à beaucoup de monde. Alors plus si on boit de l'alcool, si on fréquente beaucoup les boîtes de nuit, si on a d'un naturel irascible, certes, mais c'est le genre de choses qui peut vous arriver chez vous, dans l'escalier, oui, ce genre de choses. Et on a affaire à vraiment des gens ordinaires. Peut-être certains peuvent avoir un passé spécifique. Et on vous dit, je lui ai donné des coups de couteau, mais je ne voulais pas le tuer. Je l'ai bousculé, mais je ne voulais pas sa mort. Et dans les constatations, et j'en termine, qu'est-ce qu'on note ? Que le crime, finalement, on tue moins aujourd'hui qu'à une époque. En 2018, il y a eu 845 personnes qui ont été tuées, hors terrorisme. Il y avait pas, en 2018, il n'y avait pas beaucoup de meurtres terroristes. Alors que dans les années 90, on tournait à 1500 crimes de sang. Donc on tue moins, contrairement à ce qu'on pense. Alors il faudra voir sur l'année 2019, mais les crimes sont beaucoup plus amplifiés qu'à une époque. Déjà, quantitativement, on est à un chiffre très bas en France, beaucoup plus bas que ce qu'on voit dans d'autres pays, où le pourcentage, c'est 1 pour 100 000. En France, à peu près, vous avez les États-Unis, c'est 8 ou 10 pour 100 000, et l'Amérique centrale, c'est 80 pour 100 000. On tue comme on respire là-bas, si je puis dire. Observation sociologique, des études ont été faites, et c'est ce qu'on constate de façon empirique, nous. Le criminel, c'est souvent un homme ordinaire, issu de milieux modestes, et très souvent arrêté. 80% des crimes de sang sont élucidés. Ceux qui ne sont pas élucidés sont les règlements de compte, ou quelques crimes. L'affaire de Chevaline, vous avez entendu parler, ça arrive, des affaires, mais beaucoup d'affaires de crimes de sang, donc ça peut réconforter, on arrête l'auteur. Pourquoi ? Parce qu'on l'arrête dans l'entourage de la victime. Et c'est la victime qui donne une indication sur l'auteur. Il y a quelques affaires, celles dont on parle, où malheureusement l'auteur ne sera pas interpellé. Autre observation psychologique, c'est moi l'énigme que j'ai en permanence, et aucun psychiatre, aussi avisé soit-il, ne répond à cette question, le passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait que vous et moi pouvons passer à l'acte ? L'alcool, la drogue, les médicaments, l'humiliation, la colère, mystérieux. Pourquoi à un moment donné, alors qu'on a ressassé des idées noires, pourquoi à un moment, on va prendre le couteau, prendre l'arme à feu, etc. C'est toujours l'énigme chez des personnes que rien ne prédispose. Encore une fois, ne souffrant d'aucune affection psychiatrique. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule ? C'est
vraiment un mystère qu'on n'arrive pas à lever, et qu'il aurait suffi de peu de choses peut-être pour que la personne ne passe pas à l'acte. Une parole, un mot, ou au contraire, un mot de la victime peut être un facteur de passage à l'acte. C'est le grand mystère qu'on n'arrive pas finalement à élucider. Et enfin, une réflexion que je vous soumets, peut-on prévenir le crime, sachant qu'il est consubstantiel à la société, toute société, qu'elle soit libérale, démocratique, totalitaire, recèle le crime en elle-même. C'est le propre de l'homme, et je crois que c'est le reflet de sa liberté, finalement. Être libre, c'est de se tuer, c'est de tuer l'autre. Est-ce qu'un jour, 2050, 2080, 2150, on aura des drones autour de la tête qui nous tourneront? Est-ce qu'on aura une puce électronique dans la peau qui pourra déceler des facteurs de passage à l'acte? Qui peut le savoir? Je ne suis pas certain que même une société en évolution scientifique, technologique, pourra prévenir le crime. Il y avait le film Minority Report, vous connaissez, où on pensait pouvoir. Je suis assez sceptique sur ce qui sera possible de faire, même si on ne peut pas deviner. On ne naît pas criminel, on le devient. Même les grands tueurs en série ne sont pas nés criminels. Ils ont eu une enfance difficile, ils ont eu des problèmes, évidemment. On a été criminel une fois, et on pourra peut-être se réinsérer dans la société. Et je pense à le cas de Philippe Maurice, qui a été le dernier condamné à mort en France en 1980. Il a bénéficié de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, qui a aboli la peine de mort en 1981. Il avait tué un policier il y avait une vingtaine d'années, gracié, condamné à perpétuité. Il a été libéré en 2000 après avoir passé une thèse en histoire médiévale. Ce garçon, il est vivant aujourd'hui. Il a enseigné longtemps alors qu'il aurait dû être décapité. Et il a une vie ordinaire. Voilà. Je termine par Camus qui disait qu'il y avait des crimes de passion et des crimes de logique. On est un peu dans le résumé ce que j'ai dit. Nous sommes plutôt tous soumis à notre passion. Et cette passion peut nous égarer et nous plonger dans l'irréparable. Et quand on est philosophe, on parle toujours de Camus. C'est la bénédiction pour les étudiants. Camus, on puise beaucoup de citations. Puis il y a un autre philosophe, c'est Nietzsche. Il a une jolie phrase aussi dans Par-delà le bien et le mal. Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. Et quand ton regard pénètre au fond d'un abîme, l'abîme lui aussi pénètre en toi. Merci de votre attention. Le micro marche, ouais. Parfait. Bien, alors, tout d'abord, je vous présente les excuses de Natacha Polony, qui aurait aimé être parmi nous, mais voilà, des raisons personnelles l'ont empêché. Et alors, donc, je vais essayer de la remplacer utilement, et je vais un peu jouer la mouche du coche avec notre ami, et l'interpeller. L'interpeller en prenant un angle un peu particulier qui est: peut-on juger le criminel ? Est-il possible d'avoir un jugement équitable ? La justice peut-elle être équitable avec le criminel ? Et je vais partir de deux points de vue qui pourront apparaître contradictoires, mais qui finalement posent le même questionnement. Le premier point de vue, c'est un point de vue cinématographique, c'est celui de Bertrand Tavernier, dans un film que vous connaissez certainement, qui s'appelle Le Juge et l'assassin, qui est son troisième film, qui date de 1976, qui est un de ses plus beaux, un de ses plus forts, et où Tavernier se concentre sur une période de la vie d'un homme qui s'appelait Joseph Vacher, qui était un ancien militaire, un peu anarchiste, un peu mystique, et qui va devenir, bien avant que le thème ne soit devenu à la mode, un tueur en série. On l'avait appelé l'éventreur du Sud-Est. Entre 1892 et 1897, il tuera une vingtaine de bergers et de bergères, essentiellement dans la région de l'Ardèche. Ce qui est passionnant dans le film de Tavernier, c'est que plutôt que de s'étendre trop longuement sur les
les crimes mêmes de Vacher, il s'interroge, ou plutôt il met en scène le face-à-face que ce Vacher va avoir avec un juge au prénom et au nom malheureusement ne correspondant, enfin un peu trompeur puisqu'il s'appelait Émile Rousseau. Mais il n'était ni l'Émile ni le Rousseau et ne partageait pas la forme de romantisme de Rousseau. C'était un juge extrêmement ambitieux, extrêmement arriviste, et qui va un peu se jouer, une fois que Vacher va être interpellé, va un peu se jouer de lui, constatant que le Vacher présente on va dire des déficiences mentales. Il a 2 balles qui restent dans la tête. C'est un mystique emporté. Il voit bien qu'il ne correspond pas, on va dire, à la figure d'un homme raisonnable et éventuellement susceptible d'être responsable de ses actes. Et nonobstant, il va le tromper afin d'aboutir à une condamnation à mort, puisque Vacher sera exécuté. La thèse, enfin ce que souhaite mettre en valeur Bertrand Tavernier, c'est qu'on a là un monstre qui était bien un monstre. Les crimes de Vacher étaient absolument abominables. La manière dont il les exécutait était abominable. Donc on a un monstre, mais en face, d'une certaine manière, on a un deuxième monstre qui, au nom de l'ordre social, mais aussi au nom de son ambition personnelle, dans une période très particulière, il y a l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme qui se développe en France, la lutte des classes qui est sous-jacente, cherche à construire sa carrière. Et donc, si Tavernier n'excuse absolument pas ce Vacher, d'une certaine manière, il considère que, finalement, il n'y a pas eu de justice équitable, ce qui ne veut pas dire que Vacher ne méritait peut-être pas la mort, mais les circonstances et l'instrumentalisation de ce pauvre Vacher par ce juge posent questionnement sur l'équité du jugement de la peine de mort qui lui a été infligée. Le deuxième point de vue, c'est un point de vue un peu plus philosophique. Vous avez parlé de Nietzsche. Nietzsche, il est assez fondamental sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On ne va pas faire de la haute philosophie, ce n'est pas le lieu, mais Nietzsche s'interroge sur effectivement cette question. La justice peut-elle être équitable? Et il a un syllogisme qui est très intéressant. Il dit quand un criminel est devant ses juges, la première réaction de ces juges, d'une certaine manière, c'est la première réaction du quidam normal, c'est l'étonnement. L'étonnement parce que le crime, précisément, le fait de tuer, eh bien, on ne le comprend pas. On ne peut être qu'étonné et abasourdi par cette décision de tuer l'autre. Ça, c'est la première partie de son développement. La deuxième partie de son développement consiste à dire, face à cet étonnement, les juges, leur propension, leur tendance va être de se libérer de cet étonnement et donc d'essayer de rationaliser ce qui n'est pas rationnel ou ce qu'ils ne perçoivent pas comme rationnel. Donc ils vont trouver non pas des excuses, mais des circonstances qui deviendront peut-être des circonstances atténuantes à l'acte du criminel. Ils vont, c'est un des aspects de la philosophie de Nietzsche, sur ce qu'il appelle la politique de la connaissance, ils vont essayer de connaître le meurtre. Connaître le meurtre veut dire éventuellement le comprendre, ou essayer de le comprendre, et donc ils vont faire une sorte de genèse de l'histoire du personnage, du criminel, d'où il vient, quelles étaient ses conditions d'existence, avait-il des dispositions sociales, psychologiques, particulières, qui pourraient permettre de comprendre cet acte vis-à-vis duquel ils sont totalement étonnés. Et donc, je vais un peu vite parce que la démonstration est un peu plus complexe en réalité. La conclusion de Nietzsche, c'est d'une certaine manière qu'au bout du compte, on ne juge pas l'acte, mais on juge le criminel. C'est-à-dire que finalement, eh bien, le fait que le criminel ait fait en réalité un choix en fonction de son libre arbitre
le libre arbitre étant une possibilité donnée à tout le monde, c'est en tout cas ainsi que pense Nietzsche. On ne juge pas ce choix, on ne juge pas l'acte, mais on va juger le criminel et la connaissance qu'on a eue du personnage. Et d'une certaine manière, même si c'est un peu plus nuancé, Nietzsche considère qu'il y a là aussi, d'une certaine manière, la justice n'est pas équitable. Alors c'est exactement à l'opposé d'une certaine, si je dois faire des raccourcis un peu simplistes, c'est exactement à l'opposé de la vision de Tavernier, mais d'une certaine manière, dans les deux cas, il y a un vrai questionnement sur la possibilité du jugement équitable. Et je crois que c'est à la fois un questionnement philosophique intemporel, et puis c'est peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure, pris dans la routine, sans que ce soit méprisant, dans la routine de leur activité, est-ce que les magistrats, et je mélange là juges et procureurs, ont ce questionnement-là? Je crois qu'on l'a en permanence. C'est bon, vous m'entendez? Oui. On l'a en permanence, ce questionnement. J'ai un son un peu aigu, là. Je ne sais pas si... Non, c'est bon pour vous? D'accord. Puisque je vous dis, la plupart du temps, celui qu'on a jugé, dans ce type de situation, a commis un acte qu'on ne pense pas pouvoir jamais commettre, même des crimes en série, et on a notre propre approche individuelle, nos propres sentiments, nos propres convictions, dont il faut essayer de faire abstraction pour essayer de le juger le plus sereinement possible. Rappelez-vous qu'il y a les juges professionnels, mais il y a les jurés aussi. C'est-à-dire vous, qui peuvent être tirés au sort. Il faut avoir 23 ans, il faut être inscrit sur les listes électorales. Et à ce moment-là, on demande à une personne d'être ordinaire, quelle que soit son activité, de se plonger dans un milieu qu'elle découvre. Et c'est elle qui devra, avec d'autres, 6 autres jurés, dire si la personne est coupable. Donc ça renvoie forcément à la part d'humanité qu'on a tous, de tolérance, d'intolérance, d'horreur, de ressentiment qu'on peut avoir. Quand vous devez juger quelqu'un qui a enlevé, violé et tué un enfant, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus grave, si je puis dire, dans la nomenclature criminelle. Comment vous vous mettez? Dans quelle situation vous vous mettez, sachant que vous avez des enfants, des petits-enfants, etc. Et ce n'est pas facile. En fonction de ce que la loi vous dit, mais elle ne vous dit pas grand-chose. Pour cet acte, la peine est de temps. Comment vous modulez votre conviction en fonction d'une situation qui est donnée, dont parle la presse aussi, parce que vous rentrez chez vous le soir, vous voyez les journaux, vous voyez tout ça, vous avez vu des films, vous savez l'émotion des victimes, et aujourd'hui, les victimes ont un poids très fort, les associations de victimes, etc., qui demandent réparation, qui demandent le châtiment. Et n'oubliez pas qu'on est dans un modèle judéo-chrétien où la notion de sanction, de châtiment est fort, plus que dans le droit, dans le système anglo-saxon où la réparation a peut-être plus d'importance. Et vous devez trouver un cheminement difficile, très escarpé, entre l'empathie, le rejet, la répulsion. Et voilà. Et donc, ça explique quelquefois des décisions qui peuvent être mal comprises par les victimes, une peine trop indulgente, ou mal compris par l'accusé qui trouve qu'il a évidemment été trop sévèrement condamné, qu'on n'a pas intégré sa vie antérieure, etc. Vous voyez ? Alors, des affaires où le type prendra perpète, il n'y en a finalement pas tant que ça. La peine maximale. Vous prenez une année de cour d'assises, même dans les Bouches-du-Rhône, des condamnations à la perpétuité, il n'y en a pas beaucoup. Des peines maximales, ce qui prouve que, même si c'est une peine souvent encourue, qu'on prononce rarement le maximum. Par contre, on peut descendre à des peines un peu même symboliques. Et ça renvoie à ce qu'on appelle à une interrogation qu'on a tous, quelle est la juste peine ? Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que la perte d'une personne vaut une peine déjà ? Et puis quelle est la bonne peine ? Mettre hors d'état de nuire définitivement une personne ? Et les avocats nous disent, mais vous voulez condamner mon client à l'enfermement à vie, à l'exclusion sociale, ou se dire que l'intéressé peut-être un jour pourra se réinsérer, reprendre une vie normale. Alors un Vacher, qui avait des gros problèmes psychiatriques, est-ce qu'on l'aurait remis en liberté ? D'ailleurs, il était sorti d'un hôpital psychiatrique où on l'estimait guéri, et c'est là qu'il tue. Une fois sorti de l'hôpital psychiatrique, vous voyez ce qui interroge. Si on veut garantir l'absence de récidive, il faut condamner à mort tout le monde et décapiter tout le monde. Là, on est sûr qu'il n'y aura pas on ne recommencera pas. Mais on n'est plus dans ce modèle-là. Et même quand la peine de mort existait jusqu'en 1981,
finalement, on condamnait très peu à mort par rapport au nombre de gens qui avaient tué. Les années entre 70 et 77, dernière exécution, il y a peut-être eu qu'une dizaine de personnes qui ont été condamnées à mort et toutes n'ont pas été exécutées. En tout cas, beaucoup moins que dans des temps anciens, on exécutait plus. Un crime conjugal, dans certaines époques, fin du 19e, ça pouvait vous emmener à la mort. Le mari qui tue sa femme et la femme qui tue son mari, très très mal vu. C'est-à-dire qu'on a du mal à admettre qu'une femme tue son enfant, tue son conjoint. La femme, c'est la douceur, vous voyez, dans la représentation. C'était, et qu'on a du mal à comprendre ça. Et quelquefois, on peut être plus sévère vis-à-vis d'une femme dont on ne comprend pas qu'elle a été jusqu'à éliminer. Voilà. Et donc, c'est un peu la difficulté qu'on a de juger avec notre humanité, nos faiblesses, nos états d'âme. Heureusement, on est plusieurs. Il n'y a pas qu'un juge qui décide. Il y a un nombre impair, juges, jurés, et quelquefois les décisions. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de peine de mort et on peut faire appel. Alors qu'avant, il y avait la peine de mort sans appel. Donc, heureusement, on a des garanties vis-à-vis de l'erreur judiciaire qu'on peut tous commettre. Et vous le savez, il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. C'est le grand principe des démocraties, on essaie de le respecter, modestement. Est-ce qu'on peut juger, pardon, mais vous avez d'une certaine manière tout dit, mais je vais la répéter une dernière fois et puis on va passer à autre chose. Est-ce qu'on peut juger l'acte sans juger le criminel ? Non. Est-ce que juger l'acte sans juger le criminel ne serait pas d'une certaine manière, je me fais l'avocat du diable, du point de vue intellectuel, la chose la plus satisfaisante ? À ce moment-là, on se passerait des juges. Peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle, vous savez, dont on parle, on peut mettre les ingrédients de l'affaire dans un ordinateur, il vous sort une décision. Si on tient compte que de l'acte, mais les actes, qu'est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'un meurtre conjugal en vaut un autre ? Dans un cas, l'auteur aura peut-être 10 ans, dans l'autre, il aura 20 ans. Souvenez-vous l'affaire Jacqueline Sauvage, condamnée 2 fois à 10 ans, graciée, parce qu'on tient compte de la personnalité. On juge un acte, mais on juge une personne aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, que les psychiatres, les psychologues ont beaucoup d'importance pour essayer d'expliquer le passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait que la personne, que rien ne prédisposait, voilà. Et c'est ça. Et on a un système français qui lie les deux. D'une certaine manière, pourquoi vouloir absolument expliquer le passage à l'acte ? Oui, c'est une espèce de... pour peut-être savoir si l'accusé réintégrera, est apte à réintégrer la communauté des hommes. Et on se dit, est-ce que c'est un type qui est fondamentalement pervers, qui est un dangereux psychiatrique, avec un risque un jour de récidive, ou pas ? Et souvent, le questionnement qu'on a, c'est de se dire, est-ce que ce type-là, un jour, il sortira en liberté ? Tous les ans, sont remis en liberté des assassins, dont on ne parle pas, des gens qui ont purgé leur peine. Et on se dit, ces gens-là, peut-être que vous en croiserez dans la rue sans le savoir, ils reprennent une vie normale. Je mets de côté les tueurs en série et tous ces personnages. Donc vous vous dites, ces gens-là, est-ce qu'un jour la société pourra, sans risque pour elle, les récupérer ? Et c'est tout ce qu'on essaye modestement de faire, parce qu'on ne lit pas dans le mar de café, et on demande aux psychiatres, quelquefois, de faire un pronostic sur la dangerosité de l'individu. Vous voyez le problème ? Et le psychiatre, il vous dit, moi je suis incapable, ça dépendra de plein de choses. Est-ce qu'il retrouvera une vie stable, un conjoint, un compagnon, une compagne, des enfants ? Les récidivistes de crimes de sang sont très rares. J'ai connu à Marseille un type qui avait tué une femme dentiste à 70 ans, après avoir tué 30 ans auparavant un homme dans une bagarre sur un marché. Il a fait de la prison, une bagarre à la C, 3 points de suspension, si vous me permettez. Et 30 ans après, il va tuer sa dentiste parce qu'il y a un problème de devis, il n'était pas d'accord, vous voyez. Dérisoire, il s'est fait abattre par la police, cet homme-là. Mais finalement, on en rencontre assez peu de récidivistes de crimes de sang. Je ne parle pas de récidivistes de viol. Le crime sexuel, la tendance à la réitération est plus fréquente. Mais le récidiviste de crimes de sang est finalement assez rare. Mais c'est arrivé. Des gens même qui ont tué 3 fois. Une première fois, prison. Une deuxième fois, prison. Et une troisième fois. Très, très rare. Tant mieux, parce que sinon, si on raisonnait en disant il y a un risque un jour, on condamne tout le monde à perpétuité. Mais même pour un meurtre ordinaire. Alors, deuxième point, vous l'avez évoqué brièvement, et je comprends parce que le sujet est tellement riche. Le deuxième point, c'est ce que vous appelez le crime idéologique. Le deuxième point que je veux soulever, c'est-à-dire, en gros, les crimes de guerre, pour faire court.
le questionnement que j'ai, il porte sur y a-t-il une universalité des jugements sur les crimes de guerre? Je m'explique. Vous avez vu récemment en Syrie un certain nombre de djihadistes supplétifs de l'armée turque se sont livrés à des massacres et des massacres particulièrement horribles, s'accompagnant de tortures, de démembrements, d'exécutions sommaires sur un certain nombre de civils. Ces gens-là ne seront probablement jamais jugés, même s'il y a un appel d'organisations comme Amnesty International. Peu importe. Imaginons qu'ils soient jugés. Vous m'accorderez que ce qui est important dans le jugement, c'est qu'y compris le jugé comprenne son jugement. Or, de même que exécutés et pendus haut et court, et tant mieux, les nazis n'ont certainement pas compris leur jugement, est-ce qu'on peut imaginer que des djihadistes ou des miliciens qui massacrent et qui sont jugés comprennent exactement leur jugement? Je veux dire par là que est-ce qu'aujourd'hui, au regard des différences, alors je vais employer un grand mot, ne le voyez pas de manière trop polémique, au regard des différences de civilisation, de culture, est-ce qu'il y a une universalité du jugement concernant les crimes de guerre? Non, je ne crois pas. Enfin, bon, la Cour pénale internationale juge des génocidaires, beaucoup africains d'ailleurs, mais aussi dans d'autres pays. On a eu des juridictions qui ont siégé en France ou dans différents pays. Là, on tombe sur le type endoctriné. Pour certains, alors ça peut être un endoctrinement de façade un peu superficiel. Pour d'autres, c'est très ancré. Il y a encore des Waffen-SS, des anciens de la SS nonagénaires qui croient encore beaucoup à l'honnêteté de leur démarche et à la vérité de leur démarche qui remonte aux années 45. Quand les choses sont vraiment ancrées, moi je crois peu à la déradicalisation au sens large du terme. Est-ce qu'on peut se déradicaliser quand on a été un militant, activiste et autres? Alors ça peut arriver pour des raisons, et ça arrive, mais finalement, demander à une personne de se renier, c'est pas simple. Et la justice, qui juge un acte ou des actes, en plus, elle juge des actes mal définis. Comment juger un génocidaire Hutu qui a tué plusieurs centaines de personnes? Mais les victimes, elles ne sont même pas identifiées. On va parler d'un nombre variable approximatif de victimes. Klaus Barbie, on l'a jugé assez précisément pour la liste de ces victimes. Mais pour les auteurs, c'est des massacres, des génocides. Puis le type, il va vous dire qu'il a participé de très loin. Il a peut-être participé à un massacre de plusieurs milliers de personnes. Mais comment identifier précisément la liste des victimes, l'importance de son rôle? Quand on les écoute, ces gens-là, ils vous disent tous qu'ils obéissaient aux ordres, qu'ils ont été de pâles exécutants, qu'ils n'ont tué personne, quasiment, ou en tout cas pas de façon préméditée, etc. Ils minimisent beaucoup leur rôle. Et après, la justice, elle travaille avec des témoignages assez, quelquefois imparfaits, si on a des témoins, quelques rapports, mais qui ne sont pas signés par tous les exécuteurs, c'est signé par des chefs. Quand on a des chefs, on peut leur sortir un papier, mais là, il y a votre signature. D'ailleurs, pour Klaus Barbie, il y a un fameux télégramme sur les enfants d'Isieux, où il signe le rapt et la déportation des enfants d'Isieux. Il pouvait difficilement ensuite soutenir qu'il n'était pas concerné par cette affaire. Vous voyez, donc on fait avec peu d'éléments quelquefois, et plus l'affaire est massive. J'ai un collègue qui avait été au Rwanda, au tribunal d'Arusha, qui a siégé à un moment. Il me disait, il jugeait des procédures sur 3 feuillets. Le dossier, il n'y avait rien. On jugeait quelqu'un pour une série de crimes, de génocide, alors qu'en France, il y aurait une instruction extrêmement étoffée qui aurait duré plusieurs années. Voilà. Après, la justice va s'adapter à son milieu local avec ses moyens assez faibles. Et puis, il y a un moment où même le Rwanda, ils ne peuvent plus juger. C'est pour ça qu'il y a des gachasa, vous savez, des groupes de parole, d'échanges, où on essaie de réinsérer le criminel, parce que la justice n'a pas les moyens de juger des milliers de personnes. À un moment, ce n'est pas possible. Et même les auteurs de génocides juifs, on en a jugé finalement qu'assez peu par rapport à la masse de personnes qui ont exercé à Auschwitz, dans tous les camps. Donc on a une forme d'insatisfaction. Et aujourd'hui, on juge des types
qui étaient dans les miradors des camps de concentration, qui étaient vraiment des sous-fifres. Et d'autres, ils sont passés au travers des mailles du filet. Le docteur Mengele, vous avez entendu parler, qui faisait notamment la sélection à l'arrivée sur la rampe à Auschwitz, il est mort accidentellement au Paraguay des années plus tard. Donc paradoxalement, on juge aujourd'hui, mais symboliquement ça a de l'importance, des gens qui ont un rôle minime, mais réel, dans ce processus. Donc on est quelquefois assez, pas forcément très satisfait de ce qu'on a jugé, à mon avis, de ce qu'on doit juger sur ce type d'affaires. Pardon, je vais un peu insister, parce que d'une certaine manière, et je comprends, c'est normal, vous me faites une réponse technique, c'est-à-dire de la difficulté que peuvent avoir les magistrats ou les instances internationales comme la CPI, d'abord d'identifier, de faire un travail correct, complet, etc. etc. Moi, l'interpellation que je faisais, elle est sur la nature même des valeurs à partir desquelles on va juger. Parce que le génocidaire Hutu ou Tutsi, parce qu'on ne va pas rentrer dans cette polémique, il y en a eu des deux côtés en réalité, mais même si c'est majoritairement le génocide de Tutsi. Le djihadiste qui tue sur une route récemment en Syrie une femme, ils ont de bonnes raisons. Et ils croient à leurs bonnes raisons. On peut invoquer l'endoctrinement, la meute, l'obéissance aux ordres, mais d'une certaine manière, et là, effectivement, je vais me placer d'un point de vue un peu philosophique, ils ont de bonnes raisons de le faire. Et à partir de quelles valeurs on les juge ? Je veux dire, les valeurs à partir desquelles on va les juger ne sont pas forcément les leurs. Comment on règle Après, c'est la justice des vainqueurs, hein, c'est ce qu'on a dit de Nuremberg. Est-ce que la justice occidentalisée, au Cambodge, il y a des magistrats français étrangers qui ont aidé les juges cambodgiens à juger les génocidaires. Ça a été le cas pour l'Afrique, c'est le cas pour la CPI. On applique un modèle occidental globalement, effectivement, qui peut ne pas être celui qu'ont les Asiatiques, qu'ont certains Africains, etc. On a nos canons, nos valeurs, qui sont des valeurs démocratiques, hein, fondées sur des principes qu'on a tous, qui ne représentent pas... D'ailleurs, le rapport à la mort n'est pas le même dans un pays démuni que dans un pays riche et qui est dans l'aisance. Hein. Le rapport à la sécurité... Aujourd'hui, un accident en France, tout de suite, ça donne lieu à émotion, réparation. Vous avez des pays où les accidents sont ordinaires, la mort sur la route, etc. Donc déjà, le rapport à la mort n'est pas le même. Il y a une tolérance sans doute à la mort dans les pays qui sont confrontés au décès naturel, que dans nos pays, on occulte la mort, on la repousse, on l'éloigne. Tandis que là, dans ces pays, la mort fait partie du quotidien, la mort à la naissance, la mort jeune, une personne ne dépasse pas les 50 ans dans un certain nombre de pays africains, etc. Donc forcément, le modèle qu'on applique, et on peut nous le reprocher un jour, effectivement, vous dire, mais vous nous appliquez une loi que je réprouve. Quand on va juger Abdeslam pour les attentats du Bataclan, ils sont plusieurs d'ailleurs, je ne sais pas quelle va être sa position, mais peut-être qu'il aura un discours disant, mais moi, votre justice, je ne la reconnais pas. Peut-être que non, hein. Il aura peut-être un autre discours, peut-être de repenti, j'ignore. Et voilà, et à un moment, on peut dire, vous nous appliquez votre justice, sauf qu'on applique la justice du pays où les faits sont commis. Ça, c'est un grand principe, avec les forces et les faiblesses du pays en question. Mon questionnement ne consistait pas à dire qu'il ne fallait pas appliquer notre justice, mais d'identifier le fait que, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes valeurs. Il n'y a pas, pour autant qu'il n'y ait jamais eu de valeur universelle, et en matière de justice non plus. C'était un peu ça le propos. Bien sûr, mais je crois que voilà, on applique. Si on avait j'avais un collègue chinois, il aurait peut-être un autre regard là-dessus, sur notamment les crimes économiques, vous savez, attentatoires à l'État, qui sont sans doute plus sévèrement punis que chez nous. Voilà, bon, est-ce qu'il y a des pays où on ne réprime pas certains homicides, les crimes d'honneur, vous savez, qui sont maintenant une catégorie spécifique dans des pays, c'est la tradition, on trouve presque ça normal. Vous avez vu ce qui se passe au Pakistan, en Inde, il y a des choses qui nous révulseraient, hein, évidemment. Donc voilà, nous on estime être dans un état de progrès de la réflexion, mais on peut nous le contester, on peut dire oui, mais c'est vos valeurs à vous, ce ne sont pas les nôtres, effectivement. Vous avez cité Nietzsche. Avant peut-être de passer ensuite la parole à la salle s'il y a des questions, je voulais vous faire réagir parce que
moi je suis vieux lecteur de Nietzsche, sur justement la question du criminel. Voici cette phrase de Nietzsche. Il évoque notre société docile, médiocre, châtrée, dans laquelle un homme près de la nature, ce qu'il appelle l'homme animal, qui vient de la montagne ou des aventures de la mer, dégénère fatalement en criminel. Rapidement, l'idée de Nietzsche, et d'une certaine manière de Freud aussi, puisque ça donnera la névrose, l'idée de Nietzsche est que, certes, on ne peut pas éviter le passage à la civilisation, à la culture, mais que cette culture, c'est une camisole sociale, et c'est une camisole sociale qui entraîne chez un certain nombre d'individus ce qu'il appelle l'homme nature, le nihilisme, la violence et le crime. Oui, mais je crois qu'on peut... Vous voyez, j'ai sous les yeux une coupure de presse du Parisien qui remonte au 18 octobre. 2 ans après, il avoue avoir découpé le corps de sa compagne. Donc un type, 70 ans, qui a découpé en morceaux le corps de sa compagne, il l'a tué, il a fait disparaître les dents, brûlé les parties du corps. Et quand on écoute les voisins, classiquement, l'incrédulité régnait parmi les habitants de cet immeuble, cossu du centre-ville. Ça fait 20 ans que je le croisais dans l'immeuble, raconte son voisin du dessus. Jamais un bruit, jamais une fête, une vie très pépère. Il était chauffeur de taxi de nuit, alors on ne le voyait pas beaucoup la journée, il faisait de temps en temps du jogging. Tout l'immeuble a été extrêmement surpris d'apprendre qu'il ait pu tuer quelqu'un. Philippe avait l'air d'un mec quelconque à qui j'aurais laissé mes clés si j'en avais eu besoin. Tout est résumé. Non seulement il tue sa femme, il la coupe en morceaux, il vide de son sang dans la baignoire. Le bon citoyen. Le nihilisme, on l'a tous en soi. La capacité d'omettre ses sentiments, la compassion qu'on a pour l'autre, le respect de l'autre, c'est occulté par une raison utilitaire. J'ai tué, puis après je vais essayer de faire disparaître le corps. C'est d'ailleurs une bonne façon de signer son crime. Mesdames, si vous voulez tuer votre mari, messieurs, si vous voulez tuer votre femme, je le dis très cyniquement, ne tuez pas ça, ne tuez pas la personne chez vous. Et ne transportez pas le corps dans votre voiture parce que vous allez laisser des traces. Même si vous passez à la javel partout, vous allez laisser des micro-traces. Donc finalement, on tue, puis après, on chosifie sa victime au point de la couper en morceaux. Je crois qu'on juge en ce moment à Toulouse une femme qui a tué sa voisine. Mais le dépeçage est assez fréquent. Enfin, je nuance. Mais finalement, c'est d'ailleurs pas une infraction. Hein. Vous tuez et après vous avez le droit de couper en morceaux, puisque vous faites disparaître le corps. On le voit, c'est-à-dire qu'après on occulte l'aspect humain, c'est plus qu'un corps, un objet, et qu'on peut être capable d'anéantir. Je ne parle pas de ceux qui découpent pour faire du cannibalisme, on en a connu quelques-uns, mais c'est simplement de façon utilitaire pour se débarrasser du corps. Et là, c'est le début de la descente aux enfers, et ça, c'est très mal vu par les jurés. Parce que ça rajoute à l'horreur, même si elle est postérieure au crime, le fait d'avoir coupé en morceaux, d'avoir fait immerger un corps dissous, ça rajoute à l'horreur. Finalement, ça ne change rien. Ce n'est pas une infraction pénale, c'est le meurtre au départ. Eh bien, ça rajoute, on se dit, c'est vraiment un salopard, ou c'est quelqu'un de cynique, d'ignoble, qui est capable de... Mais finalement, on a affaire à quelqu'un de banal, qui est guère différent de vous, et oui, c'est ce que disent les voisins, ça fait 20 ans qu'on le connaît, jamais un bruit, jamais une parole violente. Et les grands violents en parole, ce n'est pas ceux qui agissent. Vous savez, l'emmerdeur dans son voisinage qui agresse verbalement, ce n'est pas forcément celui qui est le plus dangereux. C'est celui qui ne dira rien, type on n'entend pas parler, vous savez, ou le jeune un peu taciturne. Regardez les tueurs américains, des jeunes qui viennent massacrer au fusil d'assaut. Hein, ils ont tous des problèmes de communication, ils sont un peu repliés sur eux-mêmes, et c'est eux qui vont tuer leurs copains d'école. On a cette capacité, plus ou moins avérée, je crois. Oui. Est-ce que vous, dans la salle, il y a d'autres interpellations, de quelque nature qu'elles soient? N'hésitez pas. Bonsoir. Merci pour le rapport que vous avez fait de votre expérience sur les visages, effectivement, des criminels qui sont passés devant vous dans le cadre de votre profession.
Moi, je me posais une question. Est-ce que vous pourriez faire la peinture de 2 ou 3 personnes, justement, innocentes, accusées de crime? Je n'ai pas d'exemple en tête, mais l'actualité ramène, il y a peut-être une question, c'est notre grande hantise d'avoir à instruire l'affaire d'un innocent, enfin d'avoir quelqu'un qui est accusé, et qu'on peut peut-être se tromper. Alors il y a des filtres, hein, heureusement on n'est pas tout seul, il y a des appels, on peut contester. C'est déjà arrivé, bien sûr, des gens injustement condamnés, ça fait l'objet il y a eu quelques témoignages fameux. Patrick Dils en est un, mais on peut en citer d'autres. Ouais, s'il est vraiment innocent, je pense. Enfin, bon. Parce que des fois, on peut avoir des incertitudes, vous savez, sur ce que c'est que l'innocence réelle. Voilà. Alors après, on est là, le juge, il est là aussi pour filtrer. Hein. Si vraiment il s'avère que le dossier n'est pas suffisant, il rendra un non-lieu. Moi, je peux vous dire que j'ai rendu des non-lieux, c'est-à-dire l'affaire s'est terminée là, en profit de gens dont je savais qu'ils étaient coupables de crimes, mais je n'avais pas un dossier suffisant. Donc j'ai préféré qu'on en reste là, plutôt que de le faire juger avec un dossier faible. Et ça, c'est qu'une pratique, pas seulement pour les crimes de sang, ça peut être pour d'autres crimes et délits, qu'on met en évidence, qu'on met. Et puis la cour d'assises peut aussi acquitter au bénéfice du doute. Voilà. C'est heureusement. Donc on peut avoir moralement raison et juridiquement tort, ou juridiquement raison et moralement tort. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tué quelqu'un, donc moralement vous êtes en tort, mais juridiquement on va vous acquitter. C'est arrivé. Hein. Voilà, il faut bien dissocier morale et droit, ce qui n'est pas facile à comprendre par moment. On dit mais c'est scandaleux. Oui, mais la morale et le droit, c'est deux choses qui vont quelquefois ensemble, mais pas toujours. Et on préfère faire prévaloir à un moment le droit sur des questions de morale, sinon on condamnerait tout le monde comme ça au jugé en disant mais c'est forcément un salopard. Dans le monde des règlements de compte, du banditisme, quand on juge des gens, ils ne reconnaissent jamais les faits. On a souvent des dossiers assez légers. Et il arrive que ces auteurs de tueurs à gages, enfin, ces auteurs de crimes de sang, soient acquittés. On sait qu'ils sont impliqués, mais le dossier, il est malheureusement, il n'est pas suffisant pour le condamner. Et ça, c'est un principe qu'on doit respecter. Hein. À un moment, si le dossier ne le permet pas, ça peut heurter, évidemment, scandaliser les victimes, mais heureusement que c'est un principe de droit. Sinon, on a pris un principe contraire, c'est-à-dire on condamne tout le monde, même au bénéfice du doute, et on n'est plus, encore une fois, en démocratie. Oui, vous avez parlé du tabou du crime passionnel, et j'aurais aimé que vous développiez là-dessus. Pourquoi l'expression de crime passionnel est-elle devenue tabou? M. Léautier, il peut en parler aussi. Il y a des mots comme ça. Vous savez, maintenant, on parle de féminicide, on n'en parlait pas il y a 2 ans. Le crime passionnel, c'est un mot qui est mal apprécié, qui est mal perçu, parce qu'on dit que la passion, on la met à bon compte. Et ça, dans l'esprit de certains, ça justifierait l'acte. J'ai agi par passion, donc je suis excusable. Si vous voulez. La passion, qu'est-ce que c'est? On dit toujours que l'homme tue sa femme pour qu'elle ne le quitte pas, et la femme tue l'homme pour qu'il la laisse tranquille. Alors, dans les 2 cas, il y a de la passion. Mais c'est un peu ça, hein. Alors la passion, qu'est-ce qu'elle est? C'est la passion, c'est la vengeance, c'est l'humiliation, c'est de la colère, c'est un mobile qu'on peut mettre à toutes les sauces. Je parlais du crime compassionnel. Vous tuez votre conjoint qui est gravement malade, parce qu'il a une vie très pénible, c'est de la passion ou de la compassion. Et c'est une notion qui est mal appréciée, parce qu'on se dit c'est une façon de minimiser la gravité du crime conjugal. Et pendant longtemps, c'était le crime passionnel. Madame Caillot qui tue le patron du Figaro, c'est un crime passionnel. On peut y mettre plein de choses sous cette appellation qui finalement ne veut pas dire grand-chose, effectivement. Non, elle ne veut pas dire grand-chose, mais il est vrai qu'un certain nombre dans le passé de crimes qui relevaient en réalité de la domination masculine et de l'appropriation supposément acquise du partenaire a, pendant des années, effectivement, abouti à des jugements qui, aujourd'hui, voilà, ça c'est une évolution des choses jugées dont vous pouvez témoigner. Alors, le mot complaisance, c'est absurde parce que chaque époque a ses préjugés.
son regard, mais effectivement le basculement des modes de relation entre hommes et femmes qui est quelque chose aujourd'hui, un acquis social incontestable, a aussi des conséquences sur ce qu'on appelle les crimes de passion. Et regardez la pédophilie dans les années 70. Certains intellectuels prônaient la pédophilie. On prônait l'éducation sexuelle de l'enfant. Vous savez, c'était la libération sexuelle. Les mêmes, si on ressortait leurs écrits aujourd'hui, ils raseraient les murs. Aujourd'hui, ce serait plainte pour apologie de crimes, etc. Aujourd'hui, le pédophile, c'est l'ennemi public, c'est l'ennemi intérieur. Il y a 50 ans, 40 ans, ce n'était pas le cas. C'était tolérance. Voilà. Et donc la représentation qu'on avait sociale, elle a évolué. Même chose, dans un autre registre, les chauffards. Dans les années 70, où il y avait un nombre de morts démentiel, jusqu'à 17 000 morts sur les routes. Vous tuiez quelqu'un en état d'ivresse, c'était 2 mois de prison avec sursis. Aujourd'hui, vous risquez gros. Beaucoup plus, parce que l'acceptation sociale n'est plus la même. Et on le voit sur d'autres phénomènes, l'avortement qui a été un délit, l'adultère qui était d'ailleurs plus puni quand c'était la femme qui le commettait que quand c'était l'homme. C'était dans la loi, ça. Vous voyez, la vision, peut-être que dans 30 ans, le regard qu'on aura sur des choses qui se passent aujourd'hui, il aura sans doute changé. L'homosexualité, je reviens de pays du Maghreb, ça reste un crime dans certains pays. Et nous, c'est le mariage. Donc, comme quoi, les valeurs des uns ne sont pas celles des autres, et ça se retrouve dans le code pénal de tous des pays. Oui, bonjour. J'avais une question, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la juste peine. Vous, en tant qu'avocat général, quand vous rentrez dans une cour d'assises, que vous vous levez pour les réquisitions, quelle est votre approche du quantum ? Comment vous réfléchissez pour dire, à tel moment, là, il y a eu des débats, contre telle personne, je vais requérir 18 ans, pourquoi 18 ans, pourquoi pas 20 ? On sait que le droit français prévoit juste la peine maximale, mais qu'est-ce qui joue ? Quels sont les facteurs qui vont faire que vous allez demander telle ou telle peine ? Quand on aime, on a toujours 20 ans, donc je requiers 20 ans. Non, mais je plaisante bêtement. Ça, c'est... Vous mettez 3 avocats généraux sur la même affaire, vous pouvez avoir 3 appréciations différentes, sauf quand l'affaire est extrême, celle que j'évoquais, où il n'y a pas trop de doute sur les réquisitions du parquet, je vous dis, le tueur en série ou perpète. Mais pour d'autres, vous avez une fourchette qui est extrêmement large. Et certains disent je requiers entre 15 et 20. Moi, j'aime pas trop. Je préfère, parce que 15, c'est pas 20, quoi. Donc, je demande telle peine en demandant ce qu'on estime être nécessaire. C'est l'appréciation qu'on a. Ce ne sera pas forcément celle de la cour d'assises, pas celle de la partie civile, de la défense. Et on essaye de peser en fonction de ses références à soi dans d'autres affaires. Et d'ailleurs, l'avocat de la défense nous dit souvent, mais regardez, dans telle affaire, Madame Untel, elle a été condamnée à temps, lui a été condamné. Si vous comparez les affaires, vous êtes mort. Parce que vous trouverez toujours des crimes moins punis que ceux que vous avez à juger. Donc vous avez vos références, ce que n'ont pas les jurés. Il y a des jurés, c'est leur première affaire. Pas toujours. Quelquefois, ils sont tirés au sort, c'est la 2e, 3e affaire, mais il y en a certains, ils sont plongés là-dedans. On leur donne une référence qui sera discutée. Moi, personnellement, j'ai toujours essayé de demander une peine que j'aurais prononcée. Pas demander plus pour avoir moins. Vous savez, c'est un peu la tendance qu'on peut avoir quand on est accusateur public, avocat général, de voir, moi j'estime que ça vaut tant. Et on peut passer à côté, ou être dépassé. Vous pouvez demander 20 ans et le type, il a 30 ans. C'est la cour d'assises qui décide. Il faut être réaliste. Il faut demander une peine qui soit en accord avec les faits et la personnalité. Si c'est quelqu'un qui est jugé pour la première fois ou c'est quelqu'un qui a déjà des antécédents judiciaires, de violence, quelqu'un qui semble dangereux plus qu'un autre, la nature des faits, si c'est un crime crapuleux. Généralement, les jurés sont beaucoup moins indulgents sur les crimes crapuleux liés à l'argent que le crime passionnel, mais des guillemets, en disant là c'est le plus dégueulasse, c'est pour de l'argent, c'est sordide. Tout ça, c'est une échelle de valeurs assez subjective. Et on peut avoir des divergences entre avocats généraux. Même si l'affaire est rejugée en appel, l'autre avocat général peut avoir une vision, et tant mieux, on n'est pas des ordinateurs. Et donc, ça peut être mal compris par certains. Pourquoi ? Il est bien indulgent, l'avocat général, ou il est d'une sévérité. Finalement, d'ailleurs, l'avocat de la défense préfère que
l'avocat général soit sévère dans ses réquisitions, comme ça il peut espérer que la peine soit moins sévère. Si on demande une peine pas terrible, ça coupe un peu l'herbe sous le pied de l'avocat de la défense qui, voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, ce genre de considération. Merci Jacques Dallès. Peut-être qu'il y a encore une question, parce que nous devons Moi, j'en ai une. rendre... Pardon, je m'excuse. C'est moi qui vais la poser. Je vais profiter du magistère dont je dispose. Elle est provocatrice, elle va l'être pour Jacques Dallès, elle va probablement l'être pour la majorité d'entre vous, mais je vais quand même la poser. Vous avez rappelé qu'il est en général, nous admettons l'idée dans nos sociétés démocratiques que le progrès de nos civilisations nous a amené effectivement à supprimer la peine de mort et à considérer que c'est un acquis majeur du progrès civilisationnel. En même temps, vous avez cité et Nietzsche, enfin vous l'avez évoqué, et puis on retrouve aussi cette idée chez Freud, on ne va pas rentrer dans le détail, que la mort, le crime, il est un témoignage et il fait partie consubstantiellement, effectivement, de la vie. Est-ce que, à partir de cette idée, le besoin absolu qu'ont nos sociétés de ne plus tuer des gens qui éventuellement sont prêts à assumer leurs actes jusqu'au bout n'est pas ce que, effectivement, Nietzsche appelait une forme de dégénérescence? Ouais, ça c'est une grande question. Alors je dirais en droit positif, il n'y a plus de peine de mort et on ne reviendra plus sur la peine de mort. Quoique, encore une fois, dans 100 ans, qu'est-ce qui se passera? Moi, personnellement, j'aurais beaucoup de mal à exercer mon métier si la peine de mort existait. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu devant moi un certain nombre de meurtriers, d'assassins. Je ne me serais pas vu aller au petit matin assister à leur décapitation, puisque le juge d'instruction, il était convié à assister à la décapitation quand la peine de mort était prononcée, elle a été exécutée. Donc vous imaginez, quand on voit un être humain, même s'il a fait des choses terribles, voilà. Après, ce sentiment-là, il est aux États-Unis, il n'est pas partagé dans certains États. Vous avez remarqué qu'aux États-Unis, dans les États qui pratiquent la peine de mort, où il y a notamment l'injection létale, d'ailleurs avec des produits un peu merdiques qui causent des atroces souffrances, semble-t-il, la famille des victimes peut assister, dans certains cas, derrière une glace. La plupart qui assistent à la mort de celui qui a tué un de leurs proches, ils n'en sortent pas spécialement réconfortés. Vous voyez. Le fait qu'on ait exécuté celui qui a donné la mort, œil pour œil, dent pour dent, ne réconforte pas la famille. Oui. Ça n'a pas forcément ce but en même temps. Non, bien sûr. Et donc on se dit, alors certes on protège la société de toute récidive, ça c'est sûr. Est-ce qu'on donne satisfaction? Bon, après on est sur des questions de morale, tout simplement. Bon, ce qui est bien, c'est que pour l'instant les textes internationaux nous empêcheraient de rétablir la peine de mort. Parce que ça revient à cette idée, à chaque fois qu'il y a un drame un peu atroce, ça revient. Sinon on serait banni de l'Europe. Mais regardez, les Anglais, ils sortent de l'Europe. Bon, on n'y pensait pas il y a assez longtemps. Tout est possible. Et les États qui pratiquent la peine de mort, hormis les États-Unis, sont plutôt pas des États démocratiques. Quoi. Donc, j'espère qu'on y reviendra. Le Japon est assez démocratique. Oui, mais je crois qu'ils... Oui, s'ils exécutent. À part pour Carlos Ghosn. Bon, merci beaucoup. Je pense que c'était un grand moment avec Jacques Dallès et Alain Léautier. Je les remercie. Je vous remercie d'être venu et je vous donne rendez-vous lundi à la Criée. Il y a une bonne question aussi, pourquoi il n'y a pas de mafia à Marseille? Je vous remercie et bonne soirée. Si vous m'autorisez, Jacques, juste 30 secondes, je profite de manière un peu à brûle-pourpoint pour vous annoncer que si ça vous intéresse, le 5 décembre, au théâtre Tourski, dans le cadre des rencontres que Marianne organise régulièrement un peu partout en France, nous ferons une grande rencontre avec différents acteurs sur la question de l'urbanisme et du logement à Marseille. Et il y aura beaucoup à dire. Belle question. Le 5 décembre au Il y aura théâtre beaucoup à Tourski. dire. Et il y aura cette fois Natacha Polony et beaucoup d'invités marseillais.